Donc nous avons une nouvelle religion qui arrive, qui s'appelle l'islam, et qui en ce moment effectivement impacte de plein fouet la société, tout le monde peut s'en rendre compte, il n'y a pas besoin d'être un grand devin, et a une relation conflictuelle avec notre manière de vivre la laïcité. Pourquoi 2011, année de la vérité sur l'islam? Puisque tout simplement on nous a beaucoup menti sur l'islam, et qu'il est un petit peu temps de dire la vérité, ce qui aidera peut-être nos politiques à prendre des décisions raisonnables. L'alliance dont je vous parlais, qui est une alliance de pays européens, de gens qui refusent la charia. Symbole, quand vous regardez une vidéo, quelque chose, que vous n'aimez pas ce qui est en train de se passer, vous appuyez sur le bouton qui arrête l'ordinateur et qui arrête ce que vous êtes en train de voir. Nous, on est en train de voir l'introduction de la charia dans nos pays, mais notre opinion, c'est qu'il faut vraiment arrêter ça. On a un gros problème si on n'arrête pas. Donc l'islam, hors de Lavon 1905. Alors, comme je vous disais, on va être très concret, très très concret. Nous allons imaginer tous, ensemble, être un maire, confronté à quelque chose qui est très commun en ce moment, c'est-à-dire la demande d'une organisation musulmane qui vient vous voir en disant « Je veux une mosquée ». Enfin, nous voulons une mosquée. Donc nous allons parler de mosquée, mais la mosquée est quand même le bâtiment emblématique de l'islam. Et aujourd'hui, le rapport conflictuel que peut avoir l'islam avec la société, et en tout cas la laïcité, se retrouve tout à fait dans l'exemple de la mosquée. Vous allez voir, on va revenir... Le cas de la mosquée est très finalement indicatif de ce à quoi on peut être confronté, notamment en tant qu'élu, puisque mine de rien, la loi de 1905 est une loi. Les maires sont des élus qui sont chargés de faire fonctionner, et en tout cas d'appliquer ces lois. Et donc, c'est l'occasion d'imaginer ce qui peut se passer pour un maire. Donc on va ensemble être un maire confronté à une association qui veut une mosquée. Donc ça c'est nous, dans une mairie, et on a une association qui arrive avec la marque concrète de la mosquée. Il faut savoir qu'aucune mosquée ne peut s'implanter en France si elle n'est pas, en premier temps bien sûr construite, mais cette construction est subordonnée à la délivrance d'un permis de construire. Et ce permis de construire, quand le maire le signe, ce bâtiment va se construire. Ça va devenir une réalité objective, sociale, dans sa commune. Une mosquée va arriver, des prédicateurs musulmans vont arriver, et il va se passer quelque chose dans sa cité. Et là où le maire intervient, c'est dans la décision. Est-ce que je signe ou est-ce que je ne signe pas? Aujourd'hui, les maires sont confrontés à des contraintes imposées par l'État, très très fortes, dans la direction de signer. La contrainte, elle est claire, hein, c'est une circulaire du ministère de l'Intérieur, qui leur dit, le ministère de tutelle des maires, qui leur dit, s'il n'y a pas de problème d'urbanisme, signez. Mais on va voir que c'est peut-être un peu court comme type de décision. Le maire, de notre point de vue, du point de vue de l'Alliance, aurait quelques examens à faire et quelque chose à faire avant de signer comme ça, automatiquement, je signe. Alors, loi de 1905, on en parle beaucoup, mais il faut peut-être un petit peu voir concrètement tout ce que c'est. Je ne vais pas vous la lire en entier. Alors, il va y avoir quelques textes, malheureusement, mais pour être précis et parler concrètement, il faut savoir aussi de quoi on parle. Et je ne vais pas partir du principe prétentieux que tout le monde sait tout. Et donc, on va rappeler quelques textes. Donc, article 1 de la loi de 1905, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. La loi du 9 décembre 1905 n'est pas seulement une loi qui parle de la laïcité, de la séparation de l'Église et de l'État, mais c'est aussi un des textes fondateurs qui met noir sur blanc le fait que la République assure la liberté de conscience. Je tiens votre attention sur quelque chose dont on parle assez rarement, mais qui est important, puisque le maire est un officier d'état civil, il représente l'État, et l'État, de temps en temps, restreint les libertés des gens. Et en l'occurrence, l'article 1 de la loi 1905 explique qu'il y a quand même des restrictions possibles à cette liberté de pratiquer des cultes, d'avoir des opérations cultuelles et, d'une manière plus vaste, de pratiquer sa religion. Article 2, qui concerne finalement les rapports de la République avec les cultes, en l'occurrence,
pas d'argent. On l'a vu tout à l'heure, cette interdiction est stricte. On peut constater aujourd'hui que cet article 2 est battu en brèche par les représentants même de l'État, qui par tout un tas de moyens plus ou moins grossiers tournent cette interdiction. Elle ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Elle tourne cette interdiction formelle de manière quasi, je ne vais pas dire unanime, mais l'État aujourd'hui subventionne de manière active l'implantation des bâtiments musulmans en France. À hauteur, comme on disait tout à l'heure Figaro, c'est la vérité, à hauteur d'à peu près 30% en moyenne. Il y a des cas bien pires, par exemple on a le cas de la mairie d'Alfortville dans le 94, de Val-de-Marne, où le maire a payé l'intégralité de la mosquée, quelque chose comme 622 000 €, et qui en plus paye l'entretien et le chauffage. Donc 30%, c'est une moyenne, 30% normalement qui ne devrait pas exister au terme de cette loi, puisqu'il est impossible de financer. Loi de 1905, qu'il faut quand même compléter, je pense, parce que c'est très important, et notamment maintenant nous faisons partie d'un conglomérat un petit peu plus grand qui est l'Europe. La loi de 1905, c'est la France. La France est un État laïque. Beaucoup de pays en Europe, la majorité d'ailleurs, ne sont pas des États laïques. Et on ne peut pas parler de la liberté de pensée et religieuse en Europe sans évoquer la Convention européenne des droits de l'homme, qui est un traité international que nous avons signé, qui s'applique chez nous, et auquel tout citoyen, toute organisation, s'il n'est pas content avec les lois françaises, peut se référer pour remonter à un cran de législation supérieur à la loi française. L'intérêt. Cette Convention européenne des droits de l'homme précise dans son article 9, qui concerne la liberté de pensée, de conscience et de religion, des choses qui ne sont pas explicitées dans la loi de 1905. Elle est un petit peu plus précise. Donc toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. C'est un texte aujourd'hui qui sert beaucoup à nos amis musulmans, puisque quand ils parlent individuellement ou collectivement, en public ou en privé, non seulement par le culte, le culte tout le monde sait ce que c'est, en général on se réunit dans un lieu, comme dit le texte de la loi 1905, on exerce un culte. L'enseignement, les pratiques, et c'est là où l'islam arrive, parce que l'islam c'est une orthopraxie, on fait des choses. Mais on va parler aussi tout à l'heure de l'enseignement qui est très important. Donc, on précise un petit peu ce qu'est cette liberté de pensée, de conscience et de religion en nommant un petit peu les types d'activités qui rentrent dans cette catégorie. Alors, est-ce qu'on peut revenir juste un cran avant? Les associations musulmanes parlent beaucoup de cet alinéa 1 de l'article 9. Par contre, elles vous parlent beaucoup moins de l'alinéa qui va suivre, qui est l'alinéa 2. Pourquoi? Puisque l'alinéa 2 parle justement des restrictions qu'il peut y avoir à cette liberté. Aujourd'hui, certaines personnes qui nous parlent de laïcité parlent surtout de laïcité en disant la laïcité, c'est la neutralité de l'État, neutralité comprise comme circuler, il n'y a rien à voir, nous faisons des choses religieuses, l'État est un État laïque, donc ne doit pas mettre son nez dans les affaires religieuses, laissez-nous faire ce que nous voulons. Eh ben non. Donc l'article 9, article 2, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, donc tout ce qui était mentionné dans l'article 1, ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui sont prévues par la loi. Il y a donc, de manière claire, des restrictions possibles prévues par la loi. Ceci dit, seule la loi peut restreindre la liberté religieuse en Europe, est considérée comme une liberté absolument, une des libertés fondamentales, très très importante, et seule la loi peut restreindre. Ça ne peut pas être un règlement, ça ne peut pas être une directive, des choses vagues, ça doit être la loi. Donc, prévu par la loi. Donc, restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Dans le texte de 1905, on avait uniquement ordre public.
une dénomination qui est suffisamment floue pour laisser la possibilité à l'État de faire un petit peu ce qu'il veut et de juger, d'adapter son action en fonction des circonstances. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus précis. Donc sécurité publique, on voit bien ce que c'est. Protection de l'ordre, ordre public, dont on parlait tout à l'heure, de la santé, de la morale publique, qui est un concept lui aussi assez flou, mais dont on n'entend jamais parler, et la protection des droits et libertés d'autrui. Là, on a une référence très claire à qu'on s'appelle aux droits de l'homme. Droits et libertés d'autrui, ce sont les droits et les libertés garantis justement par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, revenons à notre cas municipal. L'association musulmane arrive en nous expliquant qu'elle veut ouvrir un lieu qu'elle présente comme un lieu de culte en disant que nous voulons notre mosquée. Donc cette demande est-elle légitime au regard de la loi 1905 ? Avant de signer tout de suite, parce que bien sûr les maires aujourd'hui, soit ils ne sont pas inspirés par l'idée d'avoir une mosquée chez eux, dans ce cas-là ils trouvent tout un tas de combines plus ou moins légales pour que ça ne se fasse pas. Par exemple, vous avez trouvé un bâtiment, hop, je le préempte, pas de chance, vous ne pouvez pas le construire. Ou alors vous n'avez pas assez de place de parking, enfin... Des prétextes souvent un petit peu, quand même, il faut bien avouer, fallacieux. Bref, ils n'en veulent pas, ils font ce qu'il faut pour que ça ne se fasse pas, mais ce n'est pas vraiment fait dans les règles. Il n'y a pas vraiment de motif d'interdiction très, très clair, on s'arrange pour que ça ne se fasse pas. Mais, dans un premier temps, je pense qu'il serait, puisqu'on invoque une loi, en disant, moi, citoyen français, ou pas français, parce qu'on peut tout à fait faire partie d'une association religieuse et ne pas être français, en France, si on réclame le bénéfice d'une loi, eh bien, faut-il quand même rentrer dans le cadre de son application. Par exemple, si vous êtes célibataire, vous avez des difficultés à réclamer l'application d'un tarif de famille nombreuse. Ah oui, il y a un texte qui dit, voilà, vous avez un droit si telle et telle conditions sont remplies. Eh bien, on va un petit peu vite, parfois en besogne, et il me semble que la première précaution, c'est de s'assurer, justement, que ce qui est demandé est bien en rapport avec la loi qui est évoquée. En l'occurrence, ils veulent une mosquée, est-ce que la mosquée est un bâtiment cultuel ? C'est une question qu'il faut se poser. Les activités qui vont avoir lieu dans ce bâtiment menacent-elles, et là on reprend les éléments qu'on a vus tout à l'heure, la sécurité publique, l'ordre public, la morale publique, les droits et les libertés d'autrui. Ce ne sont pas des interrogations oiseuses. C'est le devoir d'un maire de faire ça. Puisque le devoir d'un maire, rappelez-vous, nous sommes des élus, tous ici. Nous sommes l'élus. On vient nous voir en nous disant, voilà, nous voulons ça. Eh bien, la question qu'on doit se poser, c'est, déjà, est-ce que ces gens peuvent réclamer ce droit ? Et deux, les conséquences, c'est-à-dire, y a-t-il un éventuel danger, donc pour la morale publique, etc., pour mes concitoyens ? C'est le devoir du maire de protéger ses concitoyens, c'est tout à fait normal. Donc, signe automatiquement, alors, je dis, mais pourquoi une mosquée ? Quel danger peut-il y avoir ? Eh bien, il ne s'agit pas typique, enfin, là, le cas de figure, c'est une mosquée, mais pour toute organisation qui réclame l'autorisation de construire quelque chose sur le territoire d'une commune, imaginons le cas de figure. Je crée ma religion. Et c'est une religion un petit peu bizarre. Elle s'appelle, je ne sais pas moi, le Renouveau charismatique national socialiste. Et on a un livre saint qui serait Mein Kampf. Je vais voir un maire et je lui dis, voilà, je suis une religion, donc la loi 1905, voilà, loi 1905, vous devez me donner un bâtiment, vous devez signer ici, je veux un bâtiment cultuel, c'est ma religion, je veux la pratiquer. Vous croyez vraiment que le maire va signer le permis de construire ? National-socialiste ? Qu'est-ce qu'il y a dans votre bouquin ? Ah, il faut tuer les juifs, il faut assassiner les races inférieures, éventuellement, le samedi, on peut faire des crucifixions, manger des bébés vivants, etc. Vous êtes fous, mon brave. Vous êtes fous. Bien sûr que non, jamais de la vie je signerai votre truc, et je ne vous autorise pas à faire ça sur ma commune. Bien sûr, vos activités sont délictueuses. Vous prêchez la haine, vous prêchez le racisme, vous projetez d'assassiner des gens et de les manger. Ben non, c'est pas possible sur le territoire de ma commune. C'est même pas possible en France tout court. Donc, bien sûr, on a le droit de vérifier. C'est pas un droit, c'est un devoir. C'est un devoir. Et il faut bien se rendre compte, donc là on revient à notre cas de figure de l'association musulmane, il faut bien se rendre compte que dans le monde islamique, il y a quand même des gens comme Ben Laden. Bon, il
il y en a un de moins maintenant, mais il y a des gens qui mettent des bongs, il y a des gens qui en égorgent d'autres, Des têtes. qui coupent des têtes, oui, enfin... il y a ça aussi dans l'islam, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais il y a ça aussi. Et donc, il serait peut-être judicieux de vérifier que ce n'est pas justement une branche de ce mouvement-là, dans l'islam, qui vient s'implanter chez vous, et qui va vous prêcher du djihad, de l'assassinat de mécréants, etc., etc., etc. C'est une mesure, je dirais, évidente de protection de ses concitoyens, de s'informer un minimum sur ce qui va se passer dans un bâtiment. C'est pas parce que c'est un bâtiment cultuel qu'il ne peut pas y avoir de trouble à l'ordre public. Et on va le voir tout à l'heure, la loi de 1905 prévoit ça. Les activités cultuelles en France sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Elles n'échappent pas, sous prétexte que c'est une religion, au contrôle et au devoir logique de respecter la loi. Donc, a-t-on le droit de vérifier la légitimité des activités des associations cultuelles? Oui, bien sûr, évidemment. La preuve. Donc, loi 1905, article 25. Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881. Je fais ça très rapidement. À chaque fois qu'on organise quelque chose comme ça, on est censé avoir un bureau de 3 personnes qui s'assurent qu'il n'y a pas de problème, etc. Donc ça, c'est supprimé, donc ce sont les formalités. Mais reste placé sur la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. La loi de 1905 exprime très clairement que les activités, en l'occurrence culturelles, sont sous la surveillance des autorités. Bien sûr, l'État français, la loi 1905 donne les outils légaux à l'État pour s'assurer qu'il a le droit de s'assurer que ce qui se passe est légal. Et oui, parce que l'association qui vient nous voir, voilà ce qu'elle nous vend. Elle nous vend une mosquée, qui est un lieu de culte. Elle nous vend en général un centre culturel qui est quelque chose de séparé. Bien sûr, c'est séparé, on sépare bien le cultuel du culturel. Et tout ça, c'est tout à fait conforme à la loi de 1905. Il y a écrit ici loi de 1905. Et tout ça, ce petit montage, est tout à fait conforme à la loi de 1905. On vous l'assure, pas de problème. Signez le permis de construire. Ça, c'est ce qu'on nous vend. Alors, vous avez peut-être remarqué une espèce de chose, on dirait qu'il y a des trucs derrière. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, je vous fais remarquer que, voilà, on nous a présenté le centre culturel, très souvent les grosses mosquées, il y a une mode de grosses mosquées en ce moment qui est en train d'arriver en France, sont toujours systématiquement accolées, c'est un projet toujours joint, à un centre culturel. Et on nous dit, attention, la loi 1905, nous, on respecte, c'est sérieux, le centre culturel, il est bien séparé de la partie culturelle. Ok. Donc tout ça, ça rentre tout à fait dans le cadre de la loi 1905. Nous voulons un lieu de culte, pas de problème. Le centre culturel est bien séparé. Tout ça, c'est conforme. Ça, c'est ce qu'on nous vend. Maintenant, on va regarder un petit peu les choses qui sont là. La réalité. Alors, précaution, pour éviter les procès, je ne prétends pas que toutes les mosquées ressemblent exactement à ce que je vais décrire tout de suite. Je dirais là, c'est une espèce de modèle archétypal qui prend tous les cas de figure, mais qui, si on prend différents éléments, différentes mosquées à différents endroits, pas forcément en Europe, mais en tout cas, enfin pas forcément en France, mais aussi en Europe, on s'aperçoit qu'on a un schéma comme ça, une espèce de schéma archétypal qu'on retrouve, plus ou moins présent en fonction des circonstances, mais vous allez voir. Donc, le voilà, ce lieu cultuel dont on parlait au début, dans lequel se pratiquent des activités cultuelles. Prière du vendredi, choses comme ça. Ça, effectivement, ça rentre dans la loi de 1905. Mais derrière, qu'est-ce qu'on a? Un QG politique. Parce que une mosquée, avez-vous déjà regardé un plan de mosquée? Les grosses mosquées là, qui se construisent en ce moment, les projets de Marseille, Annemasse, etc., ces espèces de gros trucs qui font 2000 m², voire plus. 2000 m². Est-ce qu'il y a un grand dôme avec 2000 m² de salle de prière? Non. Vous avez un endroit qui est dédié à la prière et des salles de réunion, on ne sait pas, des salles, plein de pièces, des centres de conférences, des salles de réunion, etc. À quoi sert tout ça? Eh bien, de QG politique.
vous avez effectivement le centre culturel musulman qui est accolé, qui sert bien souvent à ça. Vous avez un centre administratif, vous avez un tribunal de la charia, et pour les gens qui n'ont pas de chance, vous avez aussi un centre militaire, comme par exemple en Italie, il y a eu plusieurs imams de mis en prison, condamnés pour terrorisme, et mis en prison, parce que dans les mosquées, tout simplement, ils entraînaient les gens à faire des explosifs. Vous avez par exemple en Angleterre, dans les mosquées de Luton, les attentats de 2005 en Angleterre, les gens qui se sont fait sauter dans les bus et les métros en Angleterre, sans les chercher, on a les bandes vidéo, les Anglais sont des grands fans des bandes vidéo, ils mettent de la vidéosurveillance partout, on a les vidéos des 5 terroristes qui rentrent chercher leurs bombes dans une mosquée. Ils viennent chercher, les bombes sont stockées, ont été probablement fabriquées, en tout cas sont stockées dans une mosquée, ils viennent chercher les bombes dans la mosquée. Le gars qui s'est fait sauter en Suède récemment a été islamisé, s'est formé à Luton, exactement dans la même ville d'ailleurs en Angleterre, pas beaucoup de chance, dans des mosquées intégristes. Vous avez en Inde, quand il y a des problèmes avec des problèmes insurrectionnels, vous avez des mosquées qui sont des véritables forteresses, avec des stocks d'armes, etc. Je me suis dit, c'est pas du tout une nouveauté. Vous avez dans les hadiths des moments où on parle de gens où s'appelle Mahomet et Aïcha rentrent dans la mosquée et sont dans la mosquée des gens en train de s'entraîner au combat. Et Mahomet dit allez tout le monde dehors, et Aïcha dit non, je voudrais les voir s'entraîner. Et donc on voit les gens qui s'entraînent à la lance au combat dans la mosquée. Les mosquées sont des centres militaires. Alors, on va décliner un petit peu tout ça. Quartier général politique. Donc ce sont des centres de diffusion d'une idéologie totalitaire, antidémocratique, homophobe, antisémite, sexiste et violente, basée sur le principe de l'esclavage théocratique. Si vous avez écouté quelques-unes de mes conférences, j'ai évoqué différents de ces points. Là, malheureusement, si vous voulez avoir quelque chose à boire ou à manger tout à l'heure sans mourir d'inanition, je ne peux pas tout développer. L'islam a une partie politique, dont on va voir tout à l'heure, on peut la nommer, la charia, qui effectivement définit un système de fonctionnement de la société, qui est effectivement totalitaire, antidémocratique, homophobe, tue les homosexuels, antisémite, sexiste et violent, basé sur le principe de l'esclavage théocratique. Juste un petit mot sur l'esclavage théocratique. Je définis l'esclavage, le mot esclavage, comme le fait d'être né dans un système qu'on n'a pas choisi et qu'on ne peut pas changer. Vous subissez une règle qui vous est imposée et que vous n'avez pas la possibilité de changer. Ça, c'est la définition de l'esclavage. Et théocratique, parce que cette règle, elle arrive d'en haut, elle vous a été imposée comme, en théorie, venant de Dieu. C'est un centre à partir duquel s'exerce localement l'influence de la communauté musulmane. Terme qu'il faudrait absolument bannir du langage. Je vous ferai remarquer que dans la Constitution française, il est fait mention de la nation une et indivisible. La communauté musulmane, c'est-à-dire la rupture de la nation française entre la communauté musulmane et autre chose. C'est la fin de la notion de l'unicité de la nation française. C'est un terme que les représentants de la République, qui sont censés faire fonctionner la République, une et indivisible, utilisent sans faire attention, en ne se rendant pas compte que la communauté musulmane, c'est le concept de l'Oumma, c'est un concept tiré de la charia. C'est un concept qu'on devrait manier avec des pincettes, en faisant extrêmement attention, et surtout, bien sûr, ne l'utilisant pas. Donc, communauté musulmane qui serait distincte, mais incluse dans la nation. Terme un peu bizarre, mais oui, voilà, à force d'utiliser des concepts étranges, on arrive à des situations bizarres. Les musulmans seraient quelque chose, mais qui ferait partie de la nation, mais tout en étant distinct. Bon, on va savoir ce que c'est. C'est un relais des directives stratégiques d'organisations étrangères. L'OCI, Organisation de la Conférence Islamique, énorme groupement de 56 pays, c'est la plus grosse formation internationale juste en dessous de l'ONU. Mais ça peut être aussi les frères musulmans, des pays étrangers, etc., en fonction des allégeances. Parce que les associations musulmanes ont très souvent des obédiences qui sont diverses et variées, et elles relaient, on le voit quand on examine souvent le discours des représentants, par exemple du CFCM, des choses comme ça, on s'aperçoit que ce sont des relais de directives, très souvent, de l'organisation de la conférence internationale. Tout ce que vous entendez quand vous entendez parler du devoir de respecter les religions, etc., ça c'est le concept de la diffamation des religions.
C'est un concept OCI. Quand vous entendez parler du concept « Ah, vous critiquez l'islam, donc vous êtes raciste », hop, encore l'OCI. L'OCI développe des tactiques qui visent à empêcher les gens de critiquer l'islam et d'empêcher l'islam de s'implanter partout. Et donc ils mettent en place des techniques, et nos associations, ici en France, et ben ma foi, reprennent ces mots d'ordre, reprennent ces tactiques. Et donc on a effectivement, quartier général politique, des gens qui, chez nous, fonctionnent comme des relais d'organisations étrangères. Et enfin, c'est un centre de lobbying politique. Par exemple, dans des conflits internationaux comme celui israélo-palestinien, irakien et compagnie, vous avez des gens qui font du lobbying dans un sens, en disant voilà, eh bien nous sommes de ce côté-là. Alors, je vous rappelle quand même qu'on était en train de parler de bâtiments cultuels. Et qu'un conflit, par définition, à moins qu'on soit dans un conflit ouvert décrit comme une guerre de religion, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, vous voyez, pour l'instant les conflits sont politiques, eh bien vous avez des organisations de type religieuse, qui se définissent comme religieuses, quand elles réclament une mosquée, qui prennent des partis clairs dans des conflits politiques. Donc, conflits internationaux, étrangers, mais aussi locaux. Vous avez un intense travail d'influence politique locale, que reconnaissent d'ailleurs les élus. J'étais à une réunion du côté d'Annemasse au début de l'année, où on avait justement une réunion qui parlait d'un projet de mosquée. Et on voit le maire, qui ne faisant pas attention à ce qu'il dit, nous explique que le représentant de la mosquée, ici, est un partenaire politique depuis de longues années. Wow, fantastique. Et après, on a ces représentants religieux qui réclament à ce maire, au nom de la loi de 1905, de séparation de l'Église et de l'État, donc de la politique et de la religion, qui vous réclame la construction d'une mosquée. Et le maire lui-même, qui se réclame d'une grande laïcité, d'un respect absolu de la laïcité, reconnaît lui-même que ce sont des partenaires politiques depuis de longues années. Donc oui, quartier général politique, et ça c'est inclus dans une mosquée. C'est aussi un centre d'endoctrinement. Mémorisation du Coran, enseignement de la Sunna, diffusion des règles de la charia, très important, diffusion des règles de la charia dans notre société, diffamation des principes républicains, diffamation de la démocratie, diffamation des droits de l'homme, diffamation des mécréants. Vous avez ça dans un centre d'endoctrinement. On a aujourd'hui des organisations, je ne dis pas toutes les organisations, je dis il y a aujourd'hui des organisations qui endoctrinent des citoyens français pour leur faire finalement intégrer comme leurs propres valeurs les règles de la charia, tout ça basé sur le Coran et la Sunna, et finalement leur faire rejeter tous les principes qui font fonctionner la société française aujourd'hui. Nous avons aussi un centre administratif, centre de collecte des impôts. Wow. Eh bien oui, dans l'islam, vous avez des impôts, la zakat, qui est un devoir religieux, Donc, des œuvres de charité. Alors, les œuvres de charité, vous verrez, il y a des petits guillemets. Pourquoi des œuvres de charité? Puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Ça draine de l'argent. Et cet argent, ben, ma foi, il part souvent à l'étranger. Et il est lié à la finance islamique internationale. Finance islamique internationale qui, quand on va gratter un petit peu, est très souvent liée au financement des actes terroristes. Activités sociales diverses, tissant un réseau de contrôle et de dépendance. Alors ça, c'est une méthode, c'est la méthode typique des frères musulmans, donc de l'UOIF. L'UOIF, je rappelle, est présente en France et est une association d'associations qui est reliée idéologiquement de manière très très forte aux frères musulmans. Globalement, c'est vraiment un relais français de l'idéologie des frères musulmans, ils sont très proches. Et les frères musulmans ont cette particularité que ce sont des gens qui sont calmes, en général, ils ne font pas de bruit, ils ne protestent pas dans les rues, etc. Et ils ont par contre beaucoup d'activités sociales. Il y a des scouts qui dépendent d'eux, des associations sportives, etc. C'est une méthode qu'ils ont mis au point en Égypte et qui fait qu'il y a une implantation locale qui rend les gens, je dirais, dépendants d'une structure islamique.
Là encore, bon, j'ai pas le temps de m'étendre trop sur ça, mais c'est quelque chose de très important. C'est un travail social de fond, d'implantation, et qui permet un contrôle à la base des gens. Un centre des activités liées aux pratiques sociales de la charia, le halal, le ramadan, le pèlerinage, etc. Tout ça, très souvent, est organisé à partir de la mosquée. Et enfin, la mosquée sert assez souvent d'intermédiaire relais entre la société civile et les musulmans. Cela servant encore une fois à renforcer la cohésion de la communauté musulmane et surtout à introduire un intermédiaire. On n'encourage pas le musulman à s'assimiler au fonctionnement de la République. C'est bien qu'il y ait des intermédiaires, que ces intermédiaires, c'est justement les autorités qui sont religieuses. Un tribunal de la charia. On se dit, un tribunal de la charia en France quand même. Eh bien si. Non seulement en France, mais en Europe. Il faut savoir que le tribunal de la charia est un composant quasiment indissociable de l'activité normale d'une mosquée. C'est plus ou moins officiel selon les pays. Par exemple, en Angleterre, vous avez officiellement plus d'une centaine de tribunaux de la charia qui fonctionnent de manière totalement officielle, qui rendent des jugements qui sont reconnus par la justice anglaise. Le domaine de compétence, là encore, de ces tribunaux de la charia est plus ou moins étendu, c'est-à-dire les situations dans lesquelles ils peuvent intervenir. Ils n'interviennent pas dans les crimes et des choses comme ça. Ils interviennent souvent dans les affaires civiles, c'est-à-dire le droit du mariage, les conflits d'affaires, notamment en Angleterre, il y a beaucoup de conflits d'affaires qui sont résolus par les tribunaux de la charia. Et donc, ce domaine des compétences est plus ou moins étendu selon le degré d'islamisation. J'entends le mot islamisation comme introduction dans la société des règles de la charia. Plus dans la société il y a de règles de la charia qui sont en fonctionnement, plus le tribunal de la charia aura de travail et plus sera capable d'intervenir, capable en tout cas aura la volonté d'intervenir dans la vie des gens. Donc je disais en France, oh mon Dieu, quelle horreur des tribunaux de la charia. Eh bien si. Activité, c'est une activité qui est annoncée en France. Le texte que je vais lire, vous pouvez le trouver sur Internet, sur le site de la Grande Mosquée de Paris. C'est un document qui a été rédigé sous l'égide de Boubacar, de l'acteur Boubacar, et qui a été présenté à Charles Pasqua, qui était au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a accepté ce texte-là, c'est-à-dire comme quoi des fois ils ne lisent pas ce qu'on leur donne. Il, donc l'imam, consacre une attention particulière, impliquant un effort constant de réflexion et de recherche, à une autre fonction sensible et précieuse pour les fidèles. La première, c'était d'apprendre le Coran et la Sunna. Écoutez bien. Trouver des réponses appropriées aux questions liées aux aspects juridiques ou rituels de la vie des musulmans au sein de la société française. Des réponses compatibles avec les exigences de la foi et respectueuses des lois de la République et des réalités de l'environnement social. Liées aux aspects juridiques. Tribunal de la charia. On est en train de parler de droit. On est en train de parler d'un droit étranger d'origine religieuse qui s'applique en France. Alors bon, quand même, comme on donne le document à un représentant d'État français, on dit quand même qu'il faut quand même être respectueux des lois de la République. Mais il y a quand même des exigences de la foi. Je ne sais pas si vous notez la différence subtile, c'est très bien écrit. Les exigences de la foi et respectueuses des lois de la République. Et quand il parle des réalités de l'environnement social, moi j'appellerais ça l'islamisation. Si vous avez une société qui est peu islamisée, vous ne pouvez pas exiger beaucoup. Plus la société est islamisée, plus vous allez pouvoir, justement, mettre en œuvre les exigences de la foi. Et donc, liées aux aspects juridiques. Quand un fidèle musulman va voir un imam, en lui disant « est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça ?», il lui demande un conseil. Alors, en Angleterre, on ouvre un dossier, c'est très formalisé, ce sont des vrais tribunaux. En France, les mosquées n'ont pas le droit d'avoir de tribunaux. Donc ça se fait de manière plus informelle. Mais c'est exactement ça qui se passe. Vous allez voir quelqu'un en lui disant « que dois-je faire ?» Et cette personne que vous allez voir vous dit le droit. Selon le droit. Et comment s'appelle le droit auquel on fait référence dans une mosquée? C'est pas le code pénal, c'est la charia. Il va vous donner un avis de la charia. Et si vous êtes un fidèle qui prend les choses au sérieux, vous allez respecter cet avis. Vous allez avoir demandé, vous allez voir un imam pour avoir un avis juridique sur la charia en France. En France.
un tribunal de la charia en France. Et enfin, le centre culturel musulman, donc accolé à notre mosquée tout à l'heure. Alors, il faut voir que la fonction principale du centre culturel musulman, c'est les sous. Drainer des subventions, drainer votre argent, l'argent public qui part sous forme de subventions dans la partie culturelle de la mosquée. Alors ça peut être un salon de thé, hein, et admirer le côté culturel du salon de thé, ça peut être n'importe quoi, globalement c'est un prétexte. Les montages culturels, qui sont d'ailleurs montés très souvent en complicité avec les maires, sont simplement des montages qui permettent de drainer l'argent public dans la mosquée. Et après on a une espèce de porosité entre la partie culturelle musulmane, parce que personne ne va jamais vérifier les comptes, et donc la partie culturelle musulmane sert à financer la partie culturelle au mépris total de la loi 1905 qui, comme je vous l'ai fait lire tout à l'heure au début, dit aucune subvention. Et bien les subventions ne sont pas versées à la mosquée, elles sont versées au centre culturel. C'est un drain à subvention. Mais ce n'est pas uniquement ça. Ça a aussi une autre fonction. Le centre culturel musulman, là encore, guillemets, puisque culturel fait référence à une culture développée par une nation, musulman, c'est une religion. Culturel musulman, il faut un petit peu savoir de quoi on parle. Est-on dans quel... Parce que les maires nous disent, mais attendez, il est parfaitement légal de subventionner, puisque c'est culturel. Donc on a le droit de verser de l'argent, c'est pas religieux. Alors c'est là pourquoi ça s'appelle centre culturel musulman. Bon, on est tellement habitué à cette espèce d'arnaque à la loi 1905 que finalement on ne se rend même pas compte qu'on est en train de nous parler de quelque chose qui... Enfin, en réalité on a rajouté le mot culturel pour pouvoir donner de l'argent. Globalement c'est comme ça que ça se passe. Mais ça a aussi une autre fonction qui est effectivement, elle, presque culturelle, effectivement, de lutter contre l'assimilation à la nation honte et de développer le communautarisme. Ça sert, eh bien oui, à diffuser les règles sociales de la charia. Puisque, la règle religieuse, oui, mais l'islam, c'est aussi tout un tas de règles, et les règles de la charia sont aussi des règles basiques de fonctionnement dans la société, c'est-à-dire ce que je dois manger, du halal, etc. Ce sont des règles sociales, et ces règles sociales sont diffusées par les centres culturels, par les mosquées. Quand on vous parle de découvrir le monde culturel islamique ou choses comme ça, on vous parle de quoi? On vous parle d'une société qui applique les règles en général de la charia, enfin tout le moins qui essaye. Sinon, il faudrait parler de centre culturel algérien, centre culturel turc, centre culturel marocain. Non, on est en train de vous parler de centre culturel musulman. Les musulmans, ça fait rapport à quoi? À une règle, qui est la règle de la charia. Effacement d'identité nationale française. Après tout, ces gens sont des citoyens français. Derrière l'identité musulmane, et le concept de l'Oumma, ce qui est un objectif de l'ECI. Quand vous entendez parler de nationalité musulmane, ce qu'on voit sur certains sites de mosquées musulmanes, c'est une directive de l'ECI. Ou d'identité d'origine. Entretien de l'altérité. Ben oui. Moi, j'ai discuté avec un imam, le gars me disait, mais vous ne pouvez pas nous retirer nos racines. Et je lui disais, mais vous êtes français, vos racines, c'est la France. Il a fallu faire une apoplexie, une crise d'apoplexie. Création et entretien d'un apartheid culturel et social, bah oui, ça sert à ça. Hein. Vous êtes différents, refus de l'assimilation. Donc, les incompatibilités avec la loi 1905, je remonte au petit dessin. Ça, les activités culturelles, c'est compatible avec la loi 1905. Ça ne l'est pas. Loi 1905, incompatibilité absolument concrète. Il est interdit de tenir des réunions politiques dans des locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. C'est interdit. Loi 1905, article 31, sont punis d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois, ou l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, soit par des voies de fait, soit par violence, menace contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer un dommage à sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. Là, on va rentrer un petit peu dans ce que fait l'islam. Cite de l'UEF, dont je vous parlais. Celui qui nie le caractère obligatoire de la zakat ou qui s'en moque, donc de l'impôt islamique. Donc on vient de parler tout à l'heure, là, dans l'article d'avant, du financement du culte. Là, on est en train de vous parler du financement du culte. C'est un des 5 piliers de l'islam. Donc celui qui s'en moque, donc la zakat, est reconnu comme étant un élément. Donc la zakat est reconnue comme un élément impératif et fondamental de la religion, c'est un des 5 piliers de l'islam. Par conséquent, celui qui nie son caractère obligatoire sort du cercle de l'islam. Ça a des conséquences énormes en islam. Puisque...
L'envoyé d'Allah a dit, il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman qui témoigne qu'il n'a d'autre divinité qu'Allah et que je suis l'envoyé d'Allah, sauf dans 3 cas. L'époux adultère, l'apostat qui abandonne, donc le coupable d'un meurtre, et l'apostat qui abandonne la communauté musulmane. Sortir du cercle de l'islam, ça veut dire être un apostat. Être un apostat, c'est puni de mort dans l'islam. Donc, quand on voit la logique, la loi 1905 interdit de menacer les gens de mort si vous ne voulez pas verser de l'argent pour un culte. La loi de l'islam, la charia, donc basée sur le... Je rappelle que les Saïd Boukhari, ça fait partie des hadiths, et ce sont des hadiths qui sont... Les hadiths sont la base de la charia. Mais citons la charia. Charia, droit canonique officiel. Là, je vous parle d'un livre qui est reconnu par l'université Al-Azhar, qui fait... Donc, Reliance of the Traveler, c'est un texte qui est reconnu dans les tribunaux charia, utilisé aujourd'hui dans les tribunaux charia de manière officielle. Donc, chapitre O, 8.1. Quand quelqu'un qui a atteint la puberté et saint d'esprit apostasie volontairement de l'islam, il mérite d'être tué. Ça, c'est l'islam officiel. 08.4. Il n'y a pas d'indemnité due pour le meurtre d'un apostat ou d'une quelconque expiation, puisque c'est tuer quelqu'un qui mérite la mort. Si vous êtes un musulman et que vous tuez un apostat, on ne vous reproche rien. 1905, article 35. Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, éventuellement une mosquée, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois, ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui se sera rendu coupable aura des problèmes. Soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres. Que dit l'islam? Charia, droit coranique officiel. Chapitre djihad. 09.1. Le djihad est une obligation communautaire. C'est ce qu'on apprend aux musulmans. 09.4. Ceux qui sont appelés à accomplir le djihad, quand c'est une obligation communautaire, puisque des fois c'est une obligation individuelle. Là, sont tous les hommes valides ayant atteint la puberté et saint d'esprit. 9.6. C'est une offense de conduire une opération militaire contre tous les non-musulmans hostiles sans la permission du calife. Toutefois, s'il n'y a pas de calife, aucune permission n'est requise. Il faut remarquer qu'aujourd'hui, il n'y a pas de calife. Ce qui veut dire que tout mâle ayant atteint la puberté et saint d'esprit a le devoir, il n'y a pas de calife, dans le cadre d'une obligation communautaire. C'est l'obligation communautaire, c'est qu'il doit y avoir un djihad qui se fait. On ne dit pas exactement qui doit faire quoi, mais la communauté doit produire un effort de djihad. C'est obligatoire. Objectif du djihad. Parce que des fois, il y a des gens qui ont un doute, parce qu'on dit, oh, le djihad, c'est une espèce de combat intérieur, patati patata. 09.8. C'est de l'officiel, ça. Hein. Le calife fait la guerre aux juifs, chrétiens et zoroastriens, jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans ou qu'ils payent la taxe des non-musulmans. Je n'entrerai pas dans les détails, puisqu'on n'a pas le temps. 9.9. Le calife combat tous les autres peuples, jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Donc ça couvre les deux cas de figure. Soit vous êtes juif, chrétien ou musulman, et on vous fait la guerre, soit vous ne l'êtes pas, et on vous fait la guerre. La seule modification, juste un cran avant, c'est que là, quand on fait partie du premier club, on a le droit de continuer à ne pas être musulman si on paye. Les autres, non. Donc, islam et loi 1905, deux cas possibles. Est-ce que l'islam contient de la charia? Et là, nous étions les maires. On est dans le cas de figure d'une association qui vient vous voir en disant « Moi, je pratique l'islam. » Ok. Et bien, ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que votre islam contient la charia? Donc, islam avec charia, cas de figure, mosquée et Convention européenne des droits de l'homme. Est-ce un bâtiment cultuel? Eh bien, uniquement partiellement. Puisque si on applique la charia, on a le petit schéma de tout à l'heure. C'est-à-dire que la partie cultuelle, c'est juste au milieu. Et après, il y a tout ce qu'il y a autour. Donc, est-ce un bâtiment cultuel? Ben, pas tout le temps. Ces activités menacent-elles la sécurité publique? Oui. L'ordre public? Oui. La morale publique? Bien sûr. Les droits et libertés d'autrui? Évidemment. Donc, on a quand même un léger problème vis-à-vis de la loi 1905. L'islam rentre-t-il dans la loi de 1905? S'il contient la charia, non, parce qu'il viole de manière évidente les articles 26, 31 et 36 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc non, l'islam ne rentre pas. L'islam avec la charia ne rentre pas dans le cadre de la loi 1905. Réclamer une mosquée ou un lieu de culte au nom de la loi de 1905, si vous appliquez la charia, est un abus de droit. Vous n'avez pas le droit de réclamer l'application de la loi de 1905 si votre islam contient la charia. Et c'est ça que le maire doit vérifier. Et dans le deuxième cas, islam sans charia,
Eh bien oui, c'est compatible avec la CEDH et ça respecte la loi de 1905. Le problème, c'est que... Il n'y en a pas. Oui, Il n'y a aucun contrôle. on ne sait pas où il est.